encore une fois, quand on est dans un espèce de business model où on fait du print on demand, où on fait du dropshipping, où on fait de l'édition de site, on est dans un espèce de mindset où liberté, nanana, c'est tout ce délire de les choses roulent, pas automatiquement, mais on reste assez libre. Je pense que dès lors que tu te lances dans ce type de business, tu perds vraiment le facteur liberté, quoi. Même chez quelqu'un qui est hyper connu, qui fait 3 stories pour présenter ton produit, peut faire très peu de ventes, alors que tu as des plus petites influenceuses qui peuvent avoir un gros impact. Parce que les gens qui les suivent, en fait, sont plus attachés, je pense, à la personne. Et je pense que quand tu as un gros budget pour de l'influenceur, et ben diviser ton budget pour faire plein de petits micros-influenceurs, ça peut avoir plus de rentabilité. Question difficile, hein. Je dirais surcoté si tu écoutes des gens de ton milieu, enfin de ta niche, et sous-coté si tu t'ouvres à d'autres mecs qui sont pas spécialement dans tes idées ou dans tes niches en fait. Je trouve que c'est surcoté si tu tournes toujours en boucle sur ton petit cercle que tu connais bien et qu'ils pensent comme toi, tu vois. Et sous-coté si tu t'ouvres même je sais pas, par exemple, t'aimes pas trop le marketing agressif, mais tu vas écouter du Tugan. Je trouve là c'est intéressant, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony. Salut les gars. Hello. Salut. Aujourd'hui, un épisode spécial. Alors, je tiens à le dire en ce début d'épisode. Dans le dernier épisode, on vous demandait de nous envoyer en message privé sur Twitter vos questions pour qu'on puisse éventuellement faire un épisode dédié où on répond à vos questions. Malheureusement, on n'a pas reçu assez de questions, donc on remercie ceux qui nous ont envoyé des questions. Soit on fera ça dans un épisode ultérieur, soit on prendra le temps de répondre à vos questions en message privé. Et du coup, on va quand même faire un nouveau concept dans cet épisode. C'est Franck qui a eu cette idée qui est tout simplement magnifique. L'épisode va s'appeler Surcoté ou Sous-Coté. Je te laisse expliquer vite fait de quoi il s'agit, Franck. En très bref, on s'est noté des questions là de notre côté qu'on va poser aux autres en leur demandant si c'est surcoté ou sous-coté. En sachant que on n'a pas parlé avant des potentielles questions qu'on allait se poser. Donc on verra bien, ça sera des réponses sur, au feeling, comme Sur des ça, thématiques business, évidemment. Parce qu'on le sur des rappelle, thématiques business, on est ouais. un podcast business / make money / SEO édition de site. Avant toute chose, on voulait vous faire une annonce qui est très importante pour nous, pour les Wizards, donc pour tous les trois. Et on vous invite à jouer le jeu si possible au maximum si notre annonce vous intéresse. Il s'agit d'un événement en réel qu'on va organiser, donc un événement Wizards qu'on va organiser sur Lyon courant janvier 2024 ou fin ou début février 2024. Au niveau de la plage temporelle, on sera à peu près là. L'objectif, c'est de faire un événement qui a en tout cas pas été fait à nos yeux dans la communauté, un événement tourné sur toute la partie make money, donc pas juste un événement SEO, évidemment ça parlera aussi de SEO et d'édition de site, mais vraiment plus largement de make money. Il se trouve qu'on prépare ça dans l'ombre avec Franck et Anthony depuis déjà un certain temps. Donc on est super content. On a déjà trouvé la totalité des speakers de l'event qui sont des gens géniaux qu'on est très fiers d'avoir sur notre futur event. Évidemment, cet event, il n'aura pas lieu si vous ne répondez pas présent. Et justement, nous avons mis tout en haut de la description un petit fichier, un Google Form qui vous permettra tout simplement de juste dire ça m'intéresse. Voilà, il y a ça ne vous engage en rien du tout. Juste ça m'intéresse parce que l'event sera privé ou en tout cas réservé aux gens préinscrits. Et pour un premier event, en tout cas, on va pas faire plus d'une centaine de places. Donc, faut le savoir. Donc, ça risque, on l'espère en tout cas, de très vite partir. Donc, si ça vous intéresse, témoignez votre intérêt pour l'event rapidement. Vous avez un clic à faire dans la description de la vidéo YouTube. Pour tous ceux qui nous écoutent sur Spotify, soit on communiquera dessus sur le Discord des Wizards, soit vous vous rendez sur YouTube et vous allez directement dans la description de notre podcast pour aller vous inscrire. Voilà, désolé, ça a été un peu long, mais comme je vous l'ai dit, c'est important pour nous. Si on voit que c'est une idée qui vous plaît, d'avoir un event en réel où on puisse tous se rencontrer, networker et avoir un maximum de valeur en l'espace d'une journée plus soirée, eh ben, n'hésitez pas à témoigner votre intérêt encore une fois. Et on passe tout de suite à l'épisode. Du coup, Franck, est-ce que tu veux inaugurer ton concept en posant la première question ? Vas-y, ça marche. Alors, vas-y.
Première question pour vous. Être sur LinkedIn, c'est surcoté ou c'est sous-coté? Sous-côté. Anto? Sous-coté, ouais. Ça dépend ce que tu vends. Mais je pense que si tu vends pour du pro, sous-coté de ouf. Ouais, c'est broken as fuck. Après, Alors, faut ouais, être. après faut être formaté LinkedIn quand même. Ouais, faut aimer ça. Ce que j'allais dire, faut aimer ça. Faut être capable de communiquer à du B2B, à des gens qui sont pas nécessairement aussi passionnés. En tout cas, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Que nous, par exemple. Typiquement, si on prend le sujet du SEO, de l'édition, sur LinkedIn, on va vraiment parler à des gens qui bossent en agence. Leur journée commence à 9h, elle finit à 17h. Et voilà, le SEO, c'est déjà bien, hein, mais le SEO, ça va pas plus loin. C'est pas une vraie passion, un vrai truc comme ça peut l'être pour nous. Donc, c'est des profils qui sont différents. Faut y aller en connaissance de cause. Par contre, en termes de reach, donc c'est-à-dire la capacité à atteindre un maximum de clients potentiels en un minimum de temps, c'est absolument délirant. On a autour de nous des tests qui ont été réalisés notamment par notre pote en commun Joanie. Et vraiment, en termes de captation de leads, récolte d'emails, etc., c'est génial. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis... moi, depuis que là, j'ai vraiment commencé à charbonner sur YouTube, j'ai eu une grosse montée en termes à un moment où j'ai vraiment récupéré beaucoup d'emails. Je crois que j'ai récupéré 1800 emails en un mois. Et depuis, ça dégringole, etc. Enfin, en ce moment, c'est un peu moins le cas, on va dire. Mais Joanie, en parallèle, lui, a fait plus ou moins la même chose que moi, mais sur LinkedIn. Et il a récolté plus ou moins le même nombre de mails que moi, alors que j'ai vraiment une grosse traction à un moment. Donc, vraiment très puissant. Et toi, Franck? Je reprends un peu ce qu'a dit Anto, faut être formaté LinkedIn. Je pense que c'est sous-coté par beaucoup parce que sur LinkedIn, il y a vraiment de l'argent. En gros, je pense que notre communauté est très basée sur Twitter, par exemple. Et Twitter, c'est cool, mais c'est beaucoup de solopreneurs qui veulent pas forcément dépenser leur argent, ce qui se comprend tout à fait. Voilà. Alors que sur LinkedIn, c'est des employés qui ont des budgets à dépenser. Donc je pense qu'en fonction du biz qu'on fait, aller sur LinkedIn, c'est clairement un moyen d'aller gratter de l'argent et on l'a très bien vu, autour de nous, hein. Il y a vraiment des trucs à faire, et c'est un peu le même système de trade et de trucs comme ça, pour être mis en avant. Le reach est pas si enfin, ça me paraît largement faisable pour ceux qui ont envie d'aller chercher dessus, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on prononce LinkedIn ou LinkedIn? Bon, moi je dis LinkedIn parce que je suis Parce que t'es un boomer. Non, encore en vrai, je sais pas du tout. Enfin bref. Prochaine question, Anto. Vas-y, envoie Eh la ben, question. acheter des sites d'affiliation sous-coté ou surcoté. Putain, vas-y, je te laisse répondre en premier à ça, Franck. Ou alors il y Faut aura faire légèrement du réfléchir avant. montage, le temps de réfléchir. Mais non, mais juste un peu, quoi. Heu, Surcoté ou Après, j'en pose sous-coté? une autre derrière. J'en mettrai deux d'affilée. OK, OK. Bah, je vais dire ouah, je sais pas. En fait, je vais dire sous-coté pour, c'est pour 2 types de personnes, en fait. Sous-coté peut-être pour des gens qui ne savent pas encore comment trop faire du biz. Après, ça te permet vraiment de scale. Bah, si, je vais rester sur sous-coté, en fait. Sous-coté parce que ça te permet de scale quand tu as le budget, que tu veux grossir, que tu as les méthodes pour, optimiser les conversions ou tout simplement, imaginons que, il y a un site d'affiliation qui est à la vente, sur, je sais pas moi, des compléments alimentaires et que toi tu as des affiliations de trucs perte de poids un peu, violents, on va dire. Bah, récupérer ça et profiter des deals que tu as déjà fait pour certaines affiliations, je pense que ça peut être cool. Et moi, je dirais surcoté pour les débutants, sous-coté pour les gens expérimentés. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que le fait de racheter un site d'affiliation quand on est débutant, déjà, c'est très compliqué d'identifier si le site a vraiment du potentiel, ce qui est moins le cas quand on a de l'expérience. Donc, pour quelqu'un d'expérimenté, c'est clairement un moyen d'accélérer le process, surtout quand on sait à quel point un site d'affiliation, ça peut être compliqué de le faire monter et surtout long. Donc, voilà, moi, j'aurais plutôt tendance à dire ça, en réalité. Et puis c'est tout. Et toi, Anto? Bah, j'ai exactement comme toi, j'allais dire surcoté pour les débutants slash pas trop expérimentés parce qu'il y a pas mal de douilles. Et sous-coté si tu trouves des bonnes pépites et comme Franck, si t'as les bons deals et tout en amont, tu peux faire exploser le truc.
Et la question qu'elle est avec, c'est acheter des business en ligne. Quand je dis business en ligne, c'est les SaaS. Enfin, plus un vrai business, genre infoprenariat, pas de l'affiliation, tu vois. Maintenant, un e-commerce, un vrai business. Ouais, Sous-côté ou sur-côté. C'est pas surcoté, je suis la- d'accord. Surcoté parce que il y a plein de gens, je pense, qui se cassent les dents en voulant aller acheter du SaaS, par exemple, en se disant c'est génial les SaaS et tout. J'ai pas d'idée de SaaS, je vais en racheter un. Soit tu es vraiment un entrepreneur acharné, que tu vas réussir à très vite t'entourer des bonnes personnes pour push le truc. Après, c'est comme dans tous les biz, mais ça, pour moi, ça me fait un peu plus peur, je pense. Euh, enfin, je sais pas, ça me paraît plus complexe à prendre en main. Tout ce qui est infoproduit, pareil, je trouve ça, archi risqué d'aller récupérer de l'infoproduit, à part si tu as déjà, une bonne connaissance dans le sujet. C'est toujours pareil, en fait, ça sera la réponse, ça peut être surcoté ou sous-coté, c'est en fonction de toi, des connaissances que tu as déjà sur ce type de sujet. Mais par contre, j'ai vu assez régulièrement des gens qui disaient, par exemple, avoir racheté des bises et des trucs comme ça, alors que, bah, ils connaissaient pas spécialement et je pense que la majorité se casse vraiment les dents. C'est Ça me paraît, complexe. Ouais. Moi, je dirais que ça dépend du profil, comme l'a dit Franck, le profil d'entrepreneur que vous êtes. Si jamais vous êtes un entrepreneur avec de la suite dans les idées, qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour faire rouler le business, à s'investir à corps et âme dedans, à mettre un peu de côté tout le côté passif par exemple, parallèlement à un business d'affiliation, où là, pour le coup, il y a une certaine passivité attendue, les résultats sont déjà là, et c'est pas parce qu'on va les chercher, c'est parce que le site est positionné et que du coup, il a de la visibilité et que du coup, il vend en affiliation. Sur un SaaS, souvent, il faudra, comme l'a dit Franck, s'investir plus, monter une équipe potentiellement en fonction de la taille du projet, etc. Donc, c'est une autre dimension, mais si vous faites partie de ce type d'entrepreneur, je pense que c'est sous-coté. Je pense que même en allant un peu plus loin dans la réflexion, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui acheter un SaaS qu'acheter un site d'affi. Ouais, ça, je suis pas forcément d'accord. C'est vraiment en Encore une fonction de fois, comment tu es, selon le mais profil, hein. Ouais, c'est ça. tu vois, par Ouais, exemple, ça joue pas. moi, si on me proposait de là, de racheter, un SaaS ou même pas prendre un truc à la limite qui est même plus proche de ce que je serais capable de faire, un e-com. Le e-commerce, c'est un vrai job dur. C'est un vrai truc Hmm. compliqué. Il y en a beaucoup qui ont été, formatés en mode, le e-commerce, vidéo YouTube, faites du dropshipping, c'est facile, vous pouvez gagner, X milliers d'euros par mois. La réalité, c'est que ceux qui brassent vraiment en e-commerce, ils ont des process de malades, mais vraiment, dans le monde du e-commerce, c'est des psychopathes, je trouve, en plus, hein. Ils ont des trucs tellement optimisés et tout, quand tu pousses un peu et que tu discutes avec des vrais, heu, anciens du dropshipping qui sont devenus des vrais e-commerçants maintenant, c'est vraiment, je trouve ça, impressionnant. Hmm. Anto, toi, tu es, de quelle Bah, école? moi, je trouve surcoté déjà rien que dans les valos parfois. Il y en a, ils voient un Ouais. peu la vierge sur les trucs. Et il faut être bon sur beaucoup. C'est pas de la fille ou du petit site, quoi. Faut monter des équipes, faut être un vrai entrepreneur. Voilà. Je pense que... Mais Mais par ça, contre, les potentiels de gains à la fin sont ah pas les ouais, mêmes. c'est pas la même, c'est pas le même multiplicateur, c'est clair. Gain slash revente, parce que sur ce genre d'achat, ce qu'il Ouais. faut bien comprendre, c'est que contrairement à un site d'affiliation où c'est très concrètement difficile de se projeter au risque de faire un peu les forceurs, encore plus en ce moment avec Bard et tout, où on est un peu à l'aveugle, c'est compliqué de se projeter sur le très long terme. Un SaaS, c'est moins le cas, parce qu'un SaaS, on est sur du Mhm. service, on est sur de l'abonnement récurrent, et on est sur un truc où si on le rachète à un moment T et qu'on fait évoluer le CA du SaaS à la hausse, on peut clairement le revendre avec des multiplicatifs Ouais, où égaux tu ou rachètes des potentiels fonctionnalités, des choses comme ça, tu plus peux chers. aller Ouais, ouais. le. Ouais. Enfin bref, c'est vraiment, ça va beaucoup dépendre de votre profil d'entrepreneur et de jusqu'où vous êtes prêt à aller pour ce genre de bise. Moi, j'ai ma prochaine question, ça concerne, je suis content parce que je pense que vous l'avez noté aussi, le netlinking, sur côté ou sous côté? Ah, bah, Je l'ai pas noté. C'est pas moi, vrai. je l'ai mis. Ah, j'aurais Ah, été sûr que vous l'aviez noté. ah vas-y, Moi, commence, j'avais Anto. mis Netlinking 2023. Et donc, parce que moi, je trouve que maintenant, c'est surcoté de ouf. Voilà. En termes de prix, en termes d'efficacité, en termes de plateforme qui pue, il y a que des liens de merde dessus. Enfin, c'est devenu de la grosse dope, quoi. Il y a rien qui va.
Côté aussi, je trouve. Et il est Surcoté grand temps que d'ailleurs Autocar. que ah bah, vas-y, vas-y. J'allais dire il Ah, faudrait vas-y, un vas-y. bon nettoyage d'un filtre ou un truc pour faire quelque chose. Ou un nouveau mec qui monte une vraie plateforme basée sur des choses réelles, quoi. Je suis assez d'accord. Du coup, surcoté, je trouve le netlinking comme il est aujourd'hui. J'ai trouvé intéressant par contre, l'interview de Tremplin Numérique là chez Romain où, je crois que c'est Nicolas qui explique que lui, il achète que du lien Google News et en fait, c'est en effet un des moyens de passer un peu à travers toutes les merdes. Alors certes, tu vas payer plus cher, mais au moins tu as un truc qui s'indexe plutôt rapidement, sans que ça ait été forcé avec, des Indexmina ou n'importe quel tool d'indexation. Heu, Globalement, ouais, c'est les plateformes aujourd'hui, tout est très cher, je trouve. C'est vraiment, j'ai en fait, aujourd'hui, c'est vraiment on va aller pigeonner, c'est beaucoup d'agences qui achètent du lien pour des clients pigeons qui savent pas ce qu'ils achètent. On leur a dit: «Le lien, c'est important, il faut en acheter, achetez-en, qu'importe le prix» et en fait, il y a vraiment de la merde. Surcoté, du coup, je dirais les plateformes de vente de liens. Par contre, ça reste sous-coté, le vrai netlinking fonctionnel. À Moi, l'ancienne. je suis à l'ancienne, moi, je suis toujours un très Ouais. gros défenseur de tout ce qui est forum et trucs comme ça. Je trouve qu'on ne fait pas plus naturel que ça. Le ninja linking, c'est archi solide et vraiment pour les plus déterminés, un PBN, ça marche toujours Ouais et contact en direct aussi. et contact en direct, chez ceux qui sont pas sur toutes les plateformes. Ouais, ce qui est de plus en plus difficile à trouver en réalité, hein. Parce que moi, je me fais contacter H24 en direct pour vendre des trucs que je vends déjà sur les plateformes. Donc même si la personne qui achète se dit peut-être, ah bah cool, j'ai un lien en direct. Enfin, tu vois, en fait, bon. Enfin, au moins déjà tu sais que s'il est positionné sur les mêmes mots-clics que toi, le site il pue pas la merde. En fait, ça t'évite ce filtre, parce que là maintenant pour chercher un lien sur les plateformes, c'est un enfer, hein. C'est, Mmh. c'est devenu, Ok. Bon, moi pareil, hein, surcoté, vous avez tout dit, je vais pas en rajouter, mais je partage votre avis. Franck, prochaine question. Mmh, alors, le branding, quand on lance un business, par ça, j'inclus, tout ce qui est, charte graphique, logo, trucs comme ça, Ah, oula, surcoté ou oula, ouais, ouais, sous-coté? attends. Ah ouais. Prends le temps d'expliquer ton truc, parce que là, il y a 10 000 personnes qui vont comprendre de travers. OK. Je sais même pas comment expliquer. Le fait de passer du temps sur, toute la le branding, L'aspect du site, l'aspect quoi. Hmm. branding, l'aspect d'un site, l'aspect d'un e-commerce, même, de votre service. Est-ce que ça vaut le coup, si tu es freelance, d'aller faire un shooting photo professionnel pour avoir une jolie photo sur ton site? Là, Pas tous, je suis sûr que tu m'attends au tournant là-dessus, Francky. un peu, ouais. Avoue-le. Bon, alors, Ouais. je vais répondre en premier, parce que je pense que la question elle est faite pour moi, presque. Parce que je sais qu'on a des avis divergents. Alors, moi, je dirais sous-côté pour te faire plaisir, parce que tu m'en aurais voulu quand même si j'avais dit le contraire. Je dirais sous-côté pour te faire plaisir, mais sans abuser, quoi. Typiquement, le freelance qui va faire sa photo chez un photographe, je suis pas sûr que ça soit une priorité. Et moi, aujourd'hui, je vois justement tout cet aspect graphique, branding site web from start, même sur un petit projet de site d'affiliation et tout. Pour moi, ça c'est un truc, un minimum important, parce que derrière, c'est en partie moi qui bosse sur le site et que bosser sur un site qui me dégoûte, j'y arrive pas. Voilà, donc moi, c'est parce que j'ai un petit souci avec ça, d'ordre psychologique. Mais voilà, donc je dirais sous-côté par rapport à ça, parce que moi, ça me motive à continuer. Mais dans les faits, j'ai bien conscience que c'est loin d'être l'élément le plus important. Anto. Bah, si tu veux lancer un vrai business, c'est sous-coté et si tu lances des trucs de merde, tu t'en bats les couilles, ça a déjà pas d'importance. Voilà. Si tu veux ma réponse, alors la question, je l'ai posée parce que moi, j'ai changé un peu d'avis là-dessus. Oh, Et incroyable. avant, j'aurais dit que c'était ultra surcoté. Et aujourd'hui, je dirais que c'est sous-coté. Et ce qui me fait dire ça, c'est que je me rends de plus en plus compte. Par exemple, avant, j'aurais été le premier à dire, si tu veux te lancer en infoprenariat, comme ça, un truc au hasard, tu veux te lancer sur YouTube, bah, tu te filmes avec ton téléphone et le micro de ton téléphone et c'est suffisant. Et le principal, c'est de lancer rapidement. Bah, aujourd'hui, j'ai changé d'avis là-dessus. Et je dirais que tu peux toujours te filmer, par exemple, avec ton téléphone, si tu as un téléphone qui fait des vidéos de bonne qualité et
fais au moins l'effort, genre d'acheter un micro, un poil correct. Et des trucs comme ça, moi j'étais le premier par exemple à lancer des sites internet fond blanc, la charte graphique c'était noir et blanc et le logo c'était juste l'écriture du nom de mon site en noir sur fond blanc. Bah, aujourd'hui, partirais sur un petit logo Canva un petit peu plus poussé sur lequel j'aurais passé une demi heure au lieu de passer, 3 minutes. Et en gros, que des petits trucs comme ça qui ne prennent pas forcément du temps et par contre, je trouve que, passer par un enfin, par un designer pour te faire un logo quand tu lances un truc, ça je trouve ça débile. Aller claquer, 1 balles ou 1 500 balles chez un designer pour avoir un beau logo pour ta, nouvelle startup que tu lances. Franchement, commence par un petit logo Canva, ça fera largement l'affaire. Dès que tu as tes 3 premiers clients et que tu es capable de payer 1 500 balles pour un logo, tu le fais. 1 500 balles, j'ai aucune idée d'un logo parce que j'ai jamais payé pour un logo et et voilà. Donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule là-dessus. C'est je Bah, suis, je vais juste rajouter un truc là, par rapport à ça. C'est que je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais de plus en plus, tout on va dire le design d'un site, pour mettre au branding, design d'un site au sens large, a une importance de plus en plus élevée dans le positionnement, au final. je pense aussi, ouais. Ouais, Alors c'est ça, par sûr. contre, c'est de la spéculation, hein. Franchement, j'ai pas d'exemple, de De refonte toute graphique qui te façon, font monter, mais comme d'habitude, ouais, d'ailleurs, refonte en général, c'est plus compliqué qu'autre chose, hein. C'est pour ça, ouais. il vaut mieux le faire dès le début que faire ça sur une refonte, parce que généralement, on a des mauvaises surprises. Mais bon, voilà, n'hésitez pas, hein, sur toutes les questions à donner vos avis, divergents ou non. C'est toujours chouette d'avoir vos retours aussi. Je pense qu'on a tous répondu à ta question. Ça doit être à Anto, non, de poser sa petite question. Eh ben, alors, freelance et consulting SEO, sous-coté ou surcoté? Dans quel Par sens? rapport à l'édition de site, un C'est-à-dire? peu entre, En gros, en est-ce termes que de c'est de mieux revenus, d'être, quoi. OK. Voilà. Ah, Est-ce que vaut ok, mieux être ok. éditeur de site ou freelance/consulting SEO, sous-coté, surcoté? En tant que business? Ouais. Ouais, pour moi, c'est sous-coté, je pense. Sous-coté parce que je pense que c'est un biz vraiment pas très compliqué. Enfin, quand je dis ça, je crache pas du tout sur les gens qui font ça, hein, évidemment. Mais c'est typiquement mettre en place du forfait netlinking quand on a les compétences, mettre en place de l'audit quand on a les compétences, mettre en place de la rédaction optimisée quand on a les compétences. Tout ça, c'est des trucs qui, sur la partie rédaction, par exemple, moi, c'est des trucs que je sous-traite. Donc, c'est pas moi qui le gère et j'arrive à marger dessus très correctement. Et sur la partie netlinking, pour le coup, j'admire les gens qui arrivent à sous-traiter ça, en tout cas offshore, parce que c'est super compliqué. En vrai, pourtant, j'ai pas mal d'expérience avec les offshore et avec les mises en place de process pour la partie netlinking, c'est vraiment horrible. Et on a essayé aussi avec Franck de former des gens en interne chez nous dans nos locaux à faire du ninja linking. Et en fait, à chaque fois, les gens ils tiennent pas plus de 6 mois, hein. C'est tellement dégueulasse que. Ouais. Enfin, c'est tellement ingrat, entre guillemets, ce métier que les gens s'en vont. Donc, j'aurais tendance à dire que pour cette partie netlinking, avec la possibilité d'acheter du lien sur des plateformes ou par différents biais, enfin bref, c'est un bon truc qui permet d'avoir facilement ce qu'on appelle du MRR, donc des revenus récurrents mensuels. Et je pense vraiment que pour les gens qui sont déter, il y a plein de moyens aujourd'hui de trouver des clients. Et voilà, c'est un bon biz. Et contrairement à l'affiliation qui est beaucoup plus long terme, je pense que pour quelqu'un qui se lance complètement aujourd'hui, ça peut être intéressant de commencer, enfin de faire du consulting, en tout cas en parallèle de sa gestion de site perso, et de pouvoir un petit peu, ne serait-ce que pour vivre par exemple, et le temps que les sites perso, les sites d'édition montent progressivement, etc. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses, donc j'aurais tendance à dire sous-côté. Ouais, je dirais sous-coté aussi parce que ça peut te rapporter des sous rapidement et malgré tout ce truc du, revenu passif, slash, vendre son temps, c'est de la merde. En fait, il y a des moments où, bah, tu es obligé de vendre ton temps si tu veux gagner de l'argent et notamment quand tu es, débutant slash intermédiaire, slash, tu peux être très bon mais pas avoir de site qui tourne en ce moment. Donc bah, là, vendre ton temps, en fait, si tu veux bouffer à la fin du mois, tu as pas trop le choix. Heu, donc dans ce cas-là, c'est cool. Après moi, j'avoue que, typiquement, j'ai mes sites qui tournent, plutôt bien.
Du consulting, j'en prends, enfin, je fais des calls de coaching très, très, très ponctuellement parce que, c'est pas forcément, j'aime bien, en fait. J'aime bien, mais j'ai pas envie de faire que ça de mes journées. Je préfère bosser sur mes sites. Hmm. Et Anto? Question difficile en vrai, je dirais sous-coté pour un débutant. Après, pas Pas un trop débutant débutant. non plus. Ouais, voilà, mais C'est je veux ça le dire, problème, c'est parce que l'édition de site, faut quand même être câblé pour en faire, parce que tu as des très bons consultants qui arrivent pas en édition de site. c'est vrai. Mais une fois que tu es très bon en édition, je trouve surcoté le consulting en fait. Bah, c'est ça, en fait, quand tu es capable Ouais. de tourner et de plus avoir aucune contrainte, parce que quand tu fais du consulting et tout, tu as quand même une contrainte Ouais. de présence, de répondre à des questions, de répondre à des emails, de répondre à enfin voilà, ça reste, un job enfin pas d'employé, j'abuse, mais tu dois, fournir, donner rendre des comptes à quelqu'un, alors que l'édition, tu te rends des comptes à toi-même. Mmh. Donc difficile, mais ouais. Et après, bah, moi, je vais poser 2 questions par la fois, tu vois? Je fais le mec un peu chiant, Ok. Vas-y, fonce. parce que j'en ai une qui ressemble. Agence SEO, enfin monter une agence SEO, surcoté ou sous-coté? Pour moi, on est un peu sur le même type de question que la question de tout à l'heure où ça Pour dépendait ça. du profil. Et je pense honnêtement, alors SEO, je dirais surcoté parce que SEO. Mais agence tout court, et typiquement aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, le boulevard, il est tellement énorme. Je pense que d'ailleurs, la grande majorité des gens n'en ont absolument pas conscience. Mais pour moi, il y a un boulevard de fou furieux. Par contre, tout le monde n'a pas, un, envie de monter une agence, deux, les épaules pour monter une agence. Donc ça dépend de pas mal de paramètres et de choses. Encore une fois, quand on est dans un espèce de business model où on fait du print on demand, où on fait du dropshipping, où on fait de l'édition de site, on est dans un espèce de mindset où liberté, nanana, c'est tout ce délire de les choses roulent, pas automatiquement, mais on reste assez libre. Je pense que dès lors que que tu te lances dans ce type de business, tu perds vraiment le facteur liberté, quoi. Tu vois. Donc, encore plus que quand tu es sur la partie client. Après, je dis ça, j'ai pas d'expérience en agence, donc voilà, c'est un peu vu de l'extérieur. Alors moi, je dirais surcoté, mais parce que je n'aime pas trop, le principe en France, je trouve le recrutement, c'est une merde pas possible. Donc c'est dur, ça te coûte cher, tu beau, faire, des millions, en chiffre d'affaires, ça veut pas dire que ta boîte est forcément très rentable et je suis pas sûr que l'investissement en temps humain et même en pression et tout ça, valent vraiment le coup. Je trouve que quand tu es, bien compétent et que tu es après c'est toujours pareil, c'est aussi en fonction de tes objectifs. Une agence, ça se revend. Et une grosse agence, ça peut se revendre à la fin avec tes process, avec tes clients, avec tout ça. Donc c'est sûr que ça peut être cool. Moi, c'est par exemple, je parle pour moi, hein, mais c'est pas le genre d'ambition que j'ai de faire ça, je préférerais largement être freelance et tranquille et libre. Et encore une fois, je suis pas freelance parce que j'ai vraiment que mes sites, mais si je me mettais dans cette position-là, je préférerais être un petit freelance tout seul ou à la limite, un collectif de freelance où, tu te passes un peu, des contacts, des trucs et tout. À la limite, ça, je trouve ça, intéressant, les collectifs. Vraiment le mode, entreprise, recruter des gens et tout. En fait, quand tu es un collectif de freelance, tu es qu'entre gens qui aiment ce qu'ils font, alors que quand tu commences à recruter des employés pour être chef de projet, pour, un client, il en a rien à foutre du client, en fait, ton employé ne sera pas là pour faire les choses, vraiment bien. Encore une fois, il y a des exceptions, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Tu as des super employés, mais il faut quand même s'avouer que 80 du temps, bah, c'est pas le cas, quoi. Voilà. Anto, Anto, tu veux lancer Eh ton ben, agence demain? non, surcoté, je trouve, comme tu dis, en temps d'investissement, temps, argent, revenu à la fin, stress, recrutement français, enfin, je trouve surcoté de ouf. Enfin, c'était surtout la question pour tous les mecs qui me font le fameux SMMA là, sur Twitter et tout, là. hmm. Tu sais, qui Mais t'annoncent c'est des des chiffres freelances, de hein, c'est pas des agences. La donc plupart du temps, ouais, mais tu sais, les gens qui c'est veulent le scale un peu en mode agence, genre, la suite, tu vois? ouais, Hmm. bah, j'aimerais bien en voir qui ont vraiment Généralement, ils le fonctionné. font pas en France. Déjà, ils le font pas en France. Souvent, le SMMA, il te montre des gros chiffres, genre, Hmm.
5000 balles signées ce mois-ci, mais sur les 5000 balles, tu as 3500 balles qui sont du budget Mm. pub, tu en as Ouais, 1500 dans ouais, la c'est pour poche. ça. Et derrière, tu as Donc, tes charges à payer, tu as tes trucs. mm, Si tu es en France, bah en fait, ça pue, je trouve. 13-3 ans. Enfin, Après, un qui est intéressant, par exemple, après, c'est vraiment le cas, le mec qui a réussi, c'est le gars qui a Kudak, je crois que c'est Théo son prénom. Il a ouais. Kudak qui a une grosse agence SMMA, qu'il a monté. Et là, ce qui est intéressant, c'est il a build une public, c'est-à-dire qu'il a vraiment monté son agence en documentant tout son process T'as sa et chaîne YouTube qui est cool. sa chaîne YouTube, voilà. Et il a fait ça parce qu'il a eu une expérience dégueulasse dans une agence et il a voulu monter sa propre agence. Aujourd'hui, ils ont 50 employés, chacun bosse chez soi. Voilà, et ça se passe bien, ils sont rentables Je crois qu'il y et a ils eu sont même valo une 10 grosse ou 15 agence. millions. Ouais, il me semble qu'à un moment, ils ont eu un gros coup de bas quand même. Ils ont failli fermer, non? Il n'y a Oui, pas un truc oui, comme oui. ça? Parce que Tu vois? mauvaise gestion Ouais. financière. Enfin, en gros, ils ont fait rentrer quelqu'un qui s'est occupé des finances, ce qu'ils n'avaient jamais eu jusqu'à maintenant, et qui leur a dit bah, dans 6 mois, vous faites faillite. Donc, ils ont dû. Ok. Voilà. Mais ça, c'est administratif, plus France, plus machin. Enfin, c'est un tout qui fait que c'était la merde et que ça se voyait pas. Mais dans l'ensemble, de toute façon, rien n'est que tout beau, tout rose. Hein, mais Bah ouais, ouais. Bien eux, sûr. ils s'en sortent plutôt bien. Et par rapport à ce que tu disais, Franck, c'est une potentielle revente possible d'ici quelques années, un espèce d'exit avec une grosse revente. Voilà, c'est des business particuliers. Je pense que le SMMA, par contre, c'est encore une fois, là, on voit le virage qui est en train d'être pris côté US en ce moment, de SMMA vers un nouveau type d'agence dont j'ai parlé à demi-mot, mais sur toutes les parties IA, automatisation de process, accompagnement d'entreprises sur de l'audit, mais aussi sur de l'automatisation en interne. Et les ricains, là, ils sont en feu par rapport à ça. Et en réalité, les mecs qui parlent de SMMA aujourd'hui, c'est des mecs qui ont oublié de faire l'update là. Alors, moi, ma prochaine question, elle va porter sur le marketing d'influence, surcoté ou sous-coté, Anto? Attends, c'est quoi marketing Le d'influence? marketing Les d'influence, influenceurs, les quoi. influenceurs, les campagnes d'influence, quoi, que tu peux. Ah. Bah maintenant, surcoté. En vrai. Au début, sous-coté parce que personne connaissait. Maintenant, surcoté parce que plus personne. Enfin, il y a tellement eu de douille que pour moi, c'est surcoté de ouf maintenant. Ok. Moi, je dis sous-côté. Sous-côté parce que je pense que t'as beaucoup de trucs à faire avec les micros-influenceurs et récupérer des trucs de micro-influenceurs pour faire des UGC avec, donc User Generative Content. Et je pense que c'est le moyen de rentabiliser de l'influence marketing. Voilà. C'est concrètement, après les gros influenceurs enfin moi par exemple, ma cousine et ma mère ont une petite boutique de, vêtements pour bébés, enfin vêtements, couvertures, trucs pour bébés quoi en général. Et elles ont beaucoup fonctionné avec des influenceurs au début, envoyer des produits à des influenceuses, genre qu'on fait comment ça s'appelle les trucs là, Maman et Star ou je connais pas Hmm. ces émissions télé mais en gros, une ancienne star de la télé-réalité qui est maman maintenant ou des trucs comme ça. Et les résultats peuvent être ultra divergents, même chez quelqu'un qui est hyper connu, qui fait, 3 stories pour présenter ton produit, peut faire, très peu de ventes. Alors que tu as des plus petites influenceuses qui peuvent avoir un gros impact. Parce que les gens qui les suivent, en fait, sont plus attachés, je pense, à la personne. Et je pense que quand tu as un gros budget pour de l'influenceur et ben, diviser ton budget pour faire plein de petits micros influenceurs, ça peut avoir plus de rentabilité. Et T'en moi, penses je quoi? dirais tout simplement sous-coté aussi. Non pas parce que je suis conscient, comme Anto l'a dit, de toute façon, les gens commencent à comprendre que l'influence, ça marche. Il y a eu beaucoup d'abus avec des gros influenceurs, notamment tous les gens qui sortent de télé-réalité, qui ont fait full scam et tout. Mais au-delà de ça, comme Franck vient de le démontrer, il y a plein de petites choses sympas à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'influence, c'est l'un des meilleurs moyens de vendre un produit, un service. Enfin, voilà. Je pense que c'est sous-coté. Et on le voit d'ailleurs, sur Twitter, tu as des, entre guillemets, «petits influenceurs» sur Twitter qui font des trades juste Mm. pour mettre leur lien d'affiliation pour des trucs et qui gagnent pas mal de sous juste avec les liens d'affiliation. Donc tu te rends compte quand même qu'il peut y avoir un intérêt. Mm. Je pense que c'est
C'est juste qu'il faut faire les choses moins grossièrement qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, tu payais quelqu'un de connu, il faisait une story et c'était parti. On sort un tout petit peu du sujet, c'est pour vous amener autre part. Les crypto-monnaies, surcotées ou sous-cotées? Le salaud. Alors, les cryptos sous-cotés ou surcotés, je dirais sous-cotés, hein, parce que j'estime que la blockchain n'a pas encore sans parler de bear market, bull market et voilà, la spéculation, Ah. voilà, au-delà même de la spéculation et tout, je pense que les crypto-monnaies et la blockchain sont encore très largement sous-cotés. Et voilà, et j'ai hâte que les choses évoluent de ce côté-là. Je connais pas trop, alors technologiquement sous-coté peut-être. Après, j'en ai aucune idée en vrai. T'as le droit de dire que c'est surcoté si tu veux. Gros. Non, je pense pas. Je pense t'attaquera pas. que technologiquement, j'avais bien aimé le concept des. Je sais même pas le truc là où dans les jeux où t'avais le. Genre, il y avait des mecs qui avaient fait des. Mais c'est ce que vous avez fait là. Tu sais, tu peux De l'option transporter gaming. ton objet d'un jeu à un jeu sans racheter 50 000 fois le truc. Ça, je trouve, c'est intéressant, tu vois. Mm. Il y a des trucs bien à faire. Après. Bah, sache que tu fais partie des 2% des gamers français qui trouvent ça intéressant. Parce que là, c'est dramatique. Hein. Les gens, ils sont. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, Là, il y a encore je eu trouve un ça lourd. thread sur Twitter de notre pote Johan qui, ça fait 1 an, il dédie ses journées à essayer d'évangéliser le blockchain gaming. Et en fait, les joueurs traditionnels sont contre, mais ils savent pas pourquoi. Ouais, parce que les NFT, c'est de l'arnaque. Et genre voilà. Et c'est tout. Et il n'y a pas d'autre argument, et c'est ça en boucle. Et il a beau faire des vidéos où il leur explique trop gentiment et tout, pourquoi c'est 1000 fois mieux qu'autre chose. Les gens, ils sont full teubés, ils comprennent rien. Et toi, Franck? Bon, ça, je trouve ça bien. Moi, sous-coté, mais le Bitcoin est Ça sous-coté. alors. Après, le reste. Mais sous-coté pour pas mal de raisons. Après, c'était petit truc comme ça pour en parler. Je vais pas faire un grand débat. Je pense qu'il y a des chaînes YouTube très intéressantes sur le sujet. Notamment, moi, celle que je suis le plus, c'est Grand Angle Crypto. C'est intéressant. S'il y en a qui s'intéressent et qui nous écoutent, je vous invite à aller écouter 2-3 interviews de personnes qui en parlent. Et souvent, c'est intéressant. Il y a Alexandre Stachenko, qui est un des plus pertinents, je trouve, sur le sujet, avec Sébastien Gouspillou, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres podcasts, notamment ceux où on parlait crypto avant. Ça fait un peu doublon. Automatiser ses process avec Zeno, Make et tous ces petits logiciels sous-cotés ou sur-cotés? Vas-y, Franck. Commence. Ouais, surcoté, moi je trouve que ce que fait Johanny, c'est pas top du tout. Non, c'est pas vrai. Non, sous-coté, justement. Il y a... En gros, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, moi, contrairement à vous. Bah, toi, Arthur, t'as fait une formation Zeno. Toi, Anto, ça fait une plombe que tu bosses beaucoup avec Zeno Poster. Dans mes potes, il y en a plein qui font de l'automatisation. Jusqu'à maintenant, moi, ça me dégoûtait un peu. En fait, juste les interfaces et tout, ça me gave. Zeno, je trouve ça ignoble. Ça me donne pas envie de bosser dessus. Et j'ai regardé l'interview de Johanny pendant notre conférence Links Garden. Et j'avoue que Make, ça m'a un peu plus donné envie. Je pense que Automa, si je m'y intéressais, ça me donnerait un peu plus envie. Je pense qu'il y a clairement moyen de faire des trucs pour gagner du temps. Quand tu as déjà des process en fait qui sont bien rodés sur certaines choses, et ben les automatiser peut être cool. Après moi, l'automatisation à outrance, je trouve pas ça forcément toujours intéressant. Il y a des gens qui veulent tout automatiser et parfois je vois pas l'intérêt de passer 2 semaines, enfin 2 semaines j'abuse, mais de passer une semaine à bosser sur l'automatisation d'un truc où tu sais même pas comment est-ce que ça va si bien marcher que ça, est-ce que c'est vraiment important. Donc je pense que automatiser des process que tu as déjà et où tu sais que tu passes du temps dessus, c'est intéressant. Vouloir créer plein de trucs automatisés, je sais pas si c'est vraiment toujours intéressant. Ouais, et moi, je dirais sous-coté. Sous-coté parce que. Voilà, tu Parce commences à que. automatiser avec Ouais, Make. ouais. Ouais, voilà, je commence, je suis en train de me former en ce moment. C'est très intéressant. Et il y a plein de choses à faire. Et quand on allie en plus de ça l'IA plus l'automatisation, enfin, c'est vraiment très très chouette.
Par exemple, petite anecdote pour tous ceux qui ont inscrit leur email pour se préinscrire ou en tout cas témoigner leur intérêt pour notre événement. Là, j'y ai pensé, je me le suis déjà noté, mais je vais faire une petite automatisation qui me permet d'avoir, par exemple, ça c'est anecdotique, mais une petite notification sur mon Discord dès qu'il y a un de vous qui s'inscrit. Quand on arrive au palier des 100, bah, peut-être clôturer automatiquement le Google Form ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Des fois, c'est anecdotique et c'est marrant et c'est des trucs qu'on met en place qui n'ont pas forcément d'intérêt concret. Des fois, ça a vraiment un intérêt concret pour le business. Là, j'ai automatisé récemment tout un truc qui me permet de récupérer un brief de rédaction, récupérer des prompts d'images mid-journée liés au brief, etc. Tous ces trucs-là, c'est franchement utile. C'est des trucs que je vais pouvoir utiliser au quotidien avec mes équipes et tout, qui vont me faire gagner du temps, qui vont rendre mes équipes plus productives. Enfin, voilà, c'est vraiment, il y a des choses de fou à faire. Et après, complètement d'accord avec Franck, l'idée, c'est d'aller automatiser des process qui sont là, qui existent, qui sont utiles et qui sont fonctionnels, mais sous-côté, clairement. Et Anto, toi, le roi de l'automatisation, du coup. Bah, sous-côté de ouf avec l'IA en plus, comme Arthur a dit, mais faut pas tomber dans la surautomatisation de, comme moi, à parfois passer des semaines sur un truc où au final, ça prend 10 minutes par jour de le faire, quoi. Voilà. Parce que c'est le Après, piège aussi de trop vouloir automatiser et tu ouais. te retrouves avec des trucs qui servent à rien, quoi. Surtout quand on commence, d'ailleurs. Parce que c'est le jeu de oh là, je peux automatiser. Et Ouais, c'est c'est comme ça ça. que tu apprends C'est aussi. surtout ça, en fait. Et tu tapes des kiffs à te faire des trucs qui, en effet, te prennent plus de temps à faire que. Mais à terme, c'est aussi ce qui permet d'avoir le niveau suffisant Ouais, pour pouvoir d'apprendre. automatiser des vrais trucs, d'apprendre. Et ça reste chouette, globalement. En tout cas, ça doit le rester. Mais ouais. Tu t'es mis un mec, toi, Anto, ou tu restes sur Zeno? J'ai jamais testé, mec. Donc, non, je reste sur Zeno. Mec, il me semble que c'est payant, je crois, sur les roquettes. Non, c'est pas un truc comme ça? Ouais, c'est pas Mec.com Rocket. pricing. C'est pas Ouais, enfin, excessif. bref, ouais, mais pour l'utilisation que j'en ai, ça va, c'est mort. Ouais. Après, tu as une solution alternative qui s'appelle N8N. Et là, si tu es un peu plus technique, ce qui est ton cas en réalité, tu peux installer ça sur un serveur et tu payes pas, en gros. Une fois qu'il est installé. Enfin, Ok. tu payes pas, je sais plus, mais en tout cas, c'est globalement moins cher que Make si tu dois tamponner le truc. Voilà. Dropshipping sur côté ou sous côté? Quelle version du dropshipping? Ouais. Dropshipping. Dropshipping en général? Ouais. Moi, je dirais que surcoté. Surcoté en version dropshipping, comme on te le vend à la sauce, tout est automatisé, c'est super simple. Enfin, le truc qui est vendu un petit peu en mode vendeur de rêve, je trouve ça surcoté. Euh, Dropshipping, sinon, bah, ça reste un bon biz, hein. Pour les gens qui font les choses bien, qui sont bons, mais c'est limité, hein, le nombre de personnes qui sont, je pense, vraiment bons en dropshipping. Ça reste un moyen de scale tellement fort et tellement. Le e-commerce, c'est un bon business pour ceux qui aiment aller dessus, quoi. Et toi, Anto? Surcoté, bah, comme Franck l'a dit sur la version vendeur de rêve, tu lances 3 pubs et t'es millionnaire. Par contre, je pense que c'est un peu sous-coté en SEO, et je pense qu'il y a des trucs bien à faire. Je l'ai jamais fait, donc je peux pas trop parler, mais je pense qu'il y a des trucs cool à faire. Surtout avec Google qui met en avant plus les e-com que les sites d'affi. Je pense qu'il y a des trucs cool à faire. Si tu veux vivre tranquille, je pense que tu peux trouver des niches sympas et ça peut être très sous-coté. Ouais, par contre, c'est vrai que je rejoins, j'ai pas pensé au drop SEO, mais drop SEO, je pense que c'est vraiment cool. Ouais, je Ouais. pense que si tu trouves une petite niche tranquille où il n'y a pas grand monde, tu peux te mettre très bien et personne t'emmerde et ça peut être très long terme. Ouais, moi, je vais répondre en mode sous-coté parce que moi, je le sous-cote. C'est en mode, justement, moi, c'est un truc, je m'y intéresse pas trop parce que c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, toute la partie e-commerce, slash dropshipping. Mais c'est sous-coté parce qu'en effet, il y a des trucs à faire, et surtout en SEO, encore une fois, mais pas que en réalité. Même là, il y a des choses assez intéressantes qui sont sorties sur YouTube avec des stratégies décortiquées sur, vous savez, les gens qui font du storytelling en s'occupant de leur colis, par exemple. Ce qui Ouais. permet de. Ça, c'est trop smart. Ce qui permet d'avoir des Parce que vues j'allais dire colossales. aussi. Enfin, sur TikTok, il y a plein de trucs à faire, par exemple, entre autres. Mm. Voilà, donc les opportunités sont nombreuses et je pense que c'est sous-coté.
Et qu'en plus de ça, j'ai l'impression que le dropshipping récupère une image assez néfaste par rapport à toutes les vendeurs de formation et sans doute des gens qui ont dû, tu vois, se planter après avoir suivi des formations ou je sais pas quoi. J'ai un peu cette sensation que le dropshipping a une image détériorée aujourd'hui, et alors qu'en réalité, bon, ça existe toujours et il y a toujours moyen de se mettre très très bien avec le drop, quoi. Mais Parce qu'en voilà. fait, on a vu plein d'exemples, que ce soit sur Twitter ou autre part, mais je me rappelle très bien avoir vu des gens qui se lancent en drop, qui disent avoir suivi une formation. Et quand tu vois la gueule des sites, c'est honteux, quoi. T'as des trucs vraiment, c'est éclaté au possible. Tu te dis, les gens font vraiment pas d'efforts. Après, le problème, enfin, du coup, c'est l'image globale des gens qui voient des sites comme ça et qui se disent, putain, c'est vraiment ignoble. Ça se voit que c'est un site de dropshipper. Alors qu'ils se rendent pas compte qu'il y a plein de sites de dropshipping où tu te rends pas compte que c'est du dropshipping. C'est tellement clean et tellement bien fait que ça fait juste petit e-commerce normal où tu as l'impression qu'ils ont leur entrepôt au milieu de la France et qu'ils vont venir te livrer chez toi alors que bon, ça vient souvent d'un peu plus loin. Maintenant, le dropshipping, ça se fait plus avec des entrepôts. En Europe, c'est quand même moins commun par contre le dropshipping depuis la Chine, je crois, hein. Je suis pas un grand Mm. connaisseur. Ok, écoutez des interviews de mecs successful, Ah, sur-côté ou sous-côté? sous-côté. Sous-côté, ok. Ouais, sous-côté. Vas-y. Sous-côté pour moi, parce que pour moi, c'est sur certains vraiment profils, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup, hein. Je regarde beaucoup les podcasts, les gros podcasts business. Enfin, j'écoute plutôt les gros podcasts business. Et aussi, par exemple, les podcasts d'Alec Henry qui interviewent pas mal de monde qui font du biz au sens large. Et je trouve que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant d'avoir un retour d'expérience. En fait, pour moi, c'est des trucs où sur une interview de 2 heures, 2 heures et demie, parce que souvent, c'est des longues interviews, il y a vraiment 2, 3 trucs dans l'interview qui sont très chouettes, qui peuvent être inspirantes, qui peuvent être concrètement applicables dans nos propres business, enfin, il peut y avoir de la vraie valeur. Et cette valeur-là, moi, j'arrive toujours pas à m'en remettre à quel point c'est incroyable que ça soit accessible gratuitement sur Internet. Et le fait justement que ça soit accessible gratuitement, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de la valeur, de la valeur que ça a. Parce qu'en réalité, ce qui donne de la valeur à quelque chose, c'est le prix que vous allez payer pour l'avoir. Et en réalité, typiquement, on peut avoir une super interview d'un mec ultra successful qui donne plein de bonnes pistes intéressantes qui peuvent être applicables dans vos business. C'est un truc qui pourrait être vendu, je sais pas moi, 200, 300 balles, enfin j'en sais rien, je sais pas comment ça pourrait être fait, mais en tout cas c'est quelque chose qui pourrait être vendu juste parce que dedans il y a des infos vraiment top et que ça pourrait être vendu comme un mastermind ou je ne sais quoi. Et en réalité c'est gratuit, et parce que c'est gratuit, il y a une grande majorité de l'audience qui va pas saisir à quel point le truc a de la valeur. Donc moi je dirais, évidemment tout n'est pas bon à prendre, il faut être capable de filtrer. Il faut aimer ça aussi, parce que écouter quelqu'un raconter sa life et ce qu'il a fait dans le business pendant 2 heures et demie, c'est pas donné à tout le monde. Mais moi qui aime ça, par exemple, j'en tire, je pense, beaucoup de valeur, beaucoup de plus-value, et c'est quelque chose de positif, donc j'aurais tendance à dire que c'est sous-côté. Anto. Question difficile, hein. Je dirais surcoté si t'écoutes des gens de ton milieu, enfin de ta niche, et sous-côté si tu t'ouvres d'autres mecs qui sont pas spécialement dans tes idées ou dans tes niches en fait. Je trouve que c'est surcoté si tu tournes toujours en boucle sur ton petit cercle que tu connais bien et qu'ils pensent comme toi, tu vois. Et sous-côté si tu t'ouvres même je sais pas, par exemple, t'aimes pas trop le marketing agressif, mais tu vas écouter du Tugan. Je trouve là c'est intéressant, tu vois, ça peut trouver des idées. Et dans ce sens-là, je trouve sous-côté, sinon surcoté, ça sert à rien. Moi, je trouve ça surcoté quand c'est à outrance. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont matrixés par les interviews comme ça. Et il y en a de plus en plus, hein. D'ailleurs, sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de chaînes de podcasts ou sur les Spotify d'interviews d'entrepreneurs à succès ou de gens qui ont des très grosses positions dans des boîtes ou des trucs comme ça. Et en fait, je pense qu'il y en a qui écoutent ça en boucle, mais qui au final font jamais rien. Ah, ça, c'est un autre problème. Et de quoi? C'est un autre problème, ça. Ouais, mais je pense Le... que ça peut te bouffer en fait, à Hmm. force d'écouter que des mecs tout le temps qui sont tous multimillionnaires à Dubaï ou des trucs comme ça. C'est cool quand on entend
plusieurs. Enfin, quand on écoute un peu de temps en temps, parce que ça donne un petit coup de boost, tu dis putain, c'est smart, leur façon de leur process, c'est sympa comme ils s'organisent, leur façon de voir le monde, la vie, les choses, tout ça, c'est cool. Mais je pense que tu peux finir par tomber dans le truc aussi où tu écoutes ça tout le temps et tu regardes des mecs à succès, tu te dis: «J'ai envie de faire pareil», mais au final, tu fais enfin, je sais pas, tu boucles, en fait. Tu boucles dessus, et tu regardes ça de très loin, sans passage à l'action, en fait. Ah ouais, Après, ce ok. passage à l'action, c'est vraiment c'est encore autre chose, mais je suis même pas sûr que ça puisse vraiment être positif de trop en regarder. Je me demande si ça te fait pas un espèce d'espèce de shoot de dopamine, je sais pas si c'est de la dopamine, mais un espèce de shoot de vision de succès et que, bah, après quand ça retombe, tu dis: «Ah ouais, mais moi, j'arriverai jamais à faire ça, je suis une merde», enfin, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui sont, stuck là-dedans, quoi. C'est à moi. SEO à l'étranger, sous-coté ou surcoté? Bien vu. Comment c'est? Tu veux que je commence? Bah, comme tu veux, hein, parce que moi j'ai ma réponse, claire et nette, hein. Sous-côté. Sous-côté à mort, même, je dirais. Et c'est un truc, les gens n'ont pas conscience ou alors n'arrivent pas à sauter le pas parce que c'est casse-couille de passer à l'étranger. Ça aide moins en moins parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus facile de le faire. Mais ça reste casse-couille, ça reste sur des... où tu te dis mais est-ce que j'ai les bons mots-clés? Est-ce que... C'est toujours pareil le débat de mais je fais quoi? Je remonte un nouveau site avec une autre URL ou je fais un sous-dossier ou je machin, enfin... Donc ça pose plein de questions, il y a plein de freins et les gens le font pas nécessairement. Et après, même sans parler du côté hreflang où tu passes un site existant à l'étranger, juste le fait d'aller taper l'étranger directement, bah c'est clairement sous-côté, ouais. Parce que le potentiel est parfois très important de 1 et de 2, encore une fois, je suis intimement persuadé qu'on a une communauté SEO slash make money slash web entrepreneur qui est aujourd'hui très performante sur la francophonie et que c'est pas forcément le cas à l'étranger, ou en tout cas que les gens à l'étranger n'ont pas forcément conscience de certains trucs qui marchent en France et qu'on peut aller taper à l'étranger en gros. Ouais. Moi, c'est complètement l'inverse. Pour moi, c'est complètement surcoté. Heu, je pense qu'il y en a beaucoup qui se cassent la tête à vouloir, commencer à l'étranger et je considère que si tu pas déjà bon en France, je vois pas l'intérêt, en fait, d'aller à l'étranger. Commence par faire des bises bien en France et après va appliquer tes trucs. Mais, imaginons que, tu et attention, je parle des gens qui parlent que le français. Mais là, quelqu'un qui est uniquement francophone et qui se dit, «Je vais aller lancer un business en Suède parce qu'ils ont, du pouvoir d'achat», comprends rien à la langue, tu comprends rien à rien. Tu aucune idée de comment ils fonctionnent là-bas, tu aucune idée de tu je sais pas, pour moi, il y a une problématique là-dedans. Par contre, pour quelqu'un peut-être qui est déjà très avancé en France, qui a déjà des biz qui fonctionnent en France et qui peuvent recruter des freelances ou qu'importe, des personnes en tout cas pour déléguer quelque chose, en Suède, en Allemagne, qu'importe le pays, là, ça peut peut-être être intéressant. Mais pour quelqu'un qui est français et qui se dit, «Bah, moi, j'arrive pas à faire du biz en France, je vais aller le faire autre part», et ben, je pense que 95 du temps, les gens vont se péter les dents et qu'en fait, s'ils arrivent déjà pas à faire du biz en France, je vois pas pourquoi ils y arriveraient dans une langue qu'ils comprennent même pas. Je sais qu'il y a ChatGPT qui est capable de traduire les trucs. ChatGPT, il te fait pas que des textes qui vont, bien fonctionner, que ça soit des pages de vente, quand tu fais de l'achat de trafic, que ça soit du copywriting, que ça soit du texte pour du SEO. Il a beau parler notre langue, c'est pas ça qui va faire, des trucs bien et dans ma réponse, j'enlève toute la partie spam que je mets complètement à part. Ceux qui font du spam, worldwide ou du spam, en tout cas en Europe, multilingue et tout ça, c'est un biz à part. Là, je parle de gens qui voudraient, se dire, «Bah, moi, j'ai envie de lancer, un truc d'affiliation, d'appareil photo». Bah, fais-le en France et puis on verra après si tu arrives à le faire, dans un autre pays. Ouais, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ce que Franck dit. Bah, alors je revois ma réponse. Si tu es débutant, surcoté.
Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de barrières techniques. Enfin, c'est pas parce que t'es pas bon en France que tu seras meilleur à l'étranger, quoi. Mais par contre, si t'as des bonnes connaissances techniques et tout, très 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 sous-coté l'étranger. Si t'as déjà un bon niveau en France. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais faut partir avec du budget, faut partir avec potentiellement quelqu'un qui peut t'aider sur la langue. Enfin, moi, en tout cas, cette barrière de la langue, je la trouve ultra importante. Ça dépend ce Tu que veux tu aller fais. Si tu taper fais dans que de l'Italie, la fille, ça va. ouais, bah, on le voit déjà en France, quand tu as des sites dégueulasses, tu finis par te faire pénaliser. Pourquoi ça serait pas le cas à l'étranger? Parce que pour le moment, c'est pas le cas en fait. C'est ça qui est beau. Après, certes, Sur sur le le long moment, terme, c'est ça, voilà, mais dans 1 an ou 2, si tu as déjà passé, peut-être. ouais, je sais pas. Mais ça peut être un bon tremplin, tu vois. Tu commences avec un peu de merde, ça marche bien. Tu prends des freelance support que tu fais trad en italien propre, tu peux monter des beaux trucs. Ouais, Tu bah, vois. juste tu fais proofread, tu prends juste des relecteurs. Parce que prendre Voilà, tu fais des aujourd'hui des relecteurs quand ça traducteurs, marche. c'est vraiment le meilleur moyen de se faire scammer à bloc, hein. Là, avec Ouais, c'est sûr, ils te ChatGPT, font un DeepL, tu comprends rien de toute les façon. développeurs maintenant ils te scamment, les traducteurs ils te scamment, enfin tout le monde te scamme en fait, hein. C'est ChatGPT qui travaille pour tout le monde. Par contre, faire du contenu, peut-être avec ChatGPT par exemple, faire un bon contenu en français, le déplacer en anglais et prendre un proofreader qui a des notions de SEO pour lui demander d'adapter à son pays, à sa langue et à toutes les problématiques que tu as soulevées, je pense que ça se tente sans trop de difficultés pour le coup. C'est qui la question d'après? À toi. C'est à moi. Toujours au confinement, comme on dit. Ah bah sympa, merci. Et alors moi je vais prendre un truc un peu... il va pas s'en remettre de sa blague. Je vais prendre un truc qui va être sans doute un peu plus compliqué. C'est les chatbots. Surcoté ou sous-coté? Surcoté de ouf. Les chatbots à la con qui parlent sur des sites e-commerce et tout là. Ouais. Ouais, surcoté, ça sert à rien. Ça répond toujours à l'opposé de ton truc et tout. Et En plus, pour moi, si t'as besoin d'une assistance, c'est que t'as besoin d'un vrai mec. À part, sinon tu fais une FAQ quoi. Si c'est pour répondre à des trucs bateaux, ouais, surcoté de ouf. tu le mettrais sous quel format juste si tu devais faire un chatbot, tu ferais quoi, Anto? Sans rentrer forcément dans les détails, mais quand tu parles d'un truc sous-coté, tu penses à quel type de chatbot? Non, moi je pense jamais. Enfin, si c'est non, pour moi c'est que surcoté, c'est nul. Ça sert à rien. Ok. À part si vraiment t'as une IA hyper bonne quoi, mais sinon. Ok. Ouais, je dirais surcoté si c'est fait de façon pas ouf. Par contre, sous-coté, si c'est une IA qui est vraiment très bien optimisée et où toutes les problématiques, enfin maintenant, t'as des chatbots IA qui répondent quand même plutôt proches par rapport aux infos que tu lui donnes et que derrière, quand même, tu peux laisser la possibilité aux gens de dire en gros, j'ai pas eu la réponse que je voulais, je veux parler à un vrai humain. Et Mhm. là, ça devient intéressant parce qu'à la limite, tu as déjà trié un peu et il te reste que les gens qui ont vraiment pas eu Mhm. la réponse à leurs questions, notamment ceux qui viennent parler dans le chatbot juste pour dire où en est ma commande. Bon, bah, limite, là, si c'est un chatbot qui dit c'est quoi votre numéro de commande, qu'il le colle, que ça dit bah, voici le lien pour le traquer sur la poste, là, c'est cool. Tu t'évites à un humain de devoir faire cette manipulation chiante. C'est quelqu'un qui dit je sais pas si je dois choisir tel produit ou tel produit. Bah là, en fait, je pense pas que ton IA, elle va être capable de vraiment bien répondre et tu risques de perdre la vente, alors que si tu avais eu un humain, bah, il aurait, pu conseiller le bon produit. Ok. Et toi? Moi, je dirais sous-coté. Je dirais sous-coté parce qu'aujourd'hui, je te rejoins. Il y a vraiment moyen de faire des trucs vraiment très très solides. Et c'est une très bonne entrée dans un tunnel de vente de manière automatique. On peut vraiment faire en sorte d'amener justement, de faire un espèce de pré-filtre du prospect et de l'amener vers... Enfin voilà, de pré-filtrer, de gagner du temps. Et c'est un bon moyen de vendre à terme, je pense. On avait encore quelques questions restantes. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous mettre les petites étoiles sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes de podcast sur lesquelles vous pouvez nous écouter. On vous invite une fois de plus à prendre le temps d'aller en description et de témoigner votre intérêt pour l'event en réel des Wizards qui aurait lieu, on le rappelle,
en janvier fin janvier ou début février de l'année 2024. Voilà, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Ciao, ciao.